Adresse alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Cela fait plus d'un an qu'ils redoutaient ce moment. Les urgences de l'hôpital de Moutier ont fermé définitivement leurs portes aujourd'hui. Le personnel qui s'est toujours opposé à cette décision a organisé une chaîne humaine en fin d'après-midi. Les urgences seront transférées à Albertville. Ils sont dans les starting blocks, les déneigeurs de la ville de Grenoble. Comme tous les ans à l'approche de l'hiver, ils ont testé ce matin leur matériel. Il s'agissait de contrôler une flotte de 40 véhicules de toute taille pour que tout soit opérationnel quand tomberont les premières neiges. Nous avons rencontré Franck, l'un des chauffeurs de l'équipe. Et puis nous avons suivi le tournage du film de Lola Doyon dans le Trièves. Le voyage de Fanny, c'est son nom, raconte la fuite d'un groupe d'enfants juifs vers la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire inspirée de faits réels. On y retrouve notamment le comédien et humoriste belge Stéphane de Groot. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres. Le gouvernement vient-il de sonner la fin du diesel en France? Après des années de débat, il annonce en tout cas la fin de l'avantage fiscal du gazole. D'ici 5 ans, il s'alignera sur le prix de l'essence. Une révolution dans notre pays où le gazole représente 80% des ventes de carburant. Et cette décision rarissime, un proviseur décide la fermeture de son lycée à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Décision prise alors que les enseignants étaient en grève depuis mardi après 2 agressions, dont l'une à l'arme blanche. Je vous le disais en titre, ils sont restés mobilisés jusqu'au bout. Le personnel de l'hôpital de Moutier a organisé une chaîne humaine en fin d'après-midi pour une dernière fois dire non à la fermeture des urgences. Il y avait beaucoup de monde, près de 500 personnes étaient présentes. Un service qui sera donc transféré à l'hôpital d'Albertville. C'est une décision prise il y a un peu plus d'un an. Les petites blessures seront toujours traitées à Moutier. Le point et les détails avec Renaud Gardette et Christelle Nicolas. Le service des urgences de Moutier, ce sont les tout derniers patients, les derniers soins reçus ici. Demain, les portes vont se fermer définitivement à 8 h du matin. À la place, au même endroit, un centre d'accueil médical avec des médecins généralistes va bientôt ouvrir pour toutes les petites urgences, comme des points de suture ou des plâtres, insuffisants pour les opposants. Lorsqu'il y a risque de vie ou de mort, ce n'est pas des médecins généralistes dont on a besoin. On a besoin de véritables urgentistes. Ce ne sont pas des urgentistes dans un centre médical. À Albertville, le service des urgences fonctionne aujourd'hui normalement. En décembre, un nouveau bâtiment sera inauguré, plus grand, plus moderne, avec 30 000 passages par an et 6 blocs opératoires. Ce transfert d'activité permettrait d'aller plus vite en cas d'urgence vitale, selon les porteurs du projet. Quand vous avez un infarctus, vous avez un SMUR qui vient, qui commence éventuellement à déboucher l'artère si on est trop loin d'une table de coronarographie, mais qui ne perd pas de temps. Immédiatement, on emmène le patient, c'est en cours de route finalement qu'on fait la thrombolyse, et immédiatement on l'amène en coronarographie pour prendre la suite de ce traitement-là. Un SMUR ne peut pas faire un trou dans le cerveau, c'est pas possible. On ne fait pas un trou dans le cerveau dans un véhicule de SMUR, pas possible. Donc c'est pas suffisant? Absolument pas. Donc pour nous, il y a un danger. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le projet que nous avons proposé, on part de cette question-là, la question de la proximité d'un service d'urgence ici. À terme, l'hôpital d'Albertville prévoit un partenariat avec les hôpitaux de Chambéry et de Grenoble pour une présence ponctuelle à Moutier de médecins spécialistes. Et l'on reparle du tunnel du Chambon. Vous le savez, cet axe important entre l'Isère et les Hautes-Alpes est toujours fermé. Aujourd'hui, une conférence de presse impliquant tous les acteurs de cette crise qui dure depuis des mois a été organisée. Ils ont notamment parlé de la route qui permettra de rejoindre le département voisin. Elle est sur l'autre rive du lac. Elle ouvrira d'ici un mois. Les travaux prennent du temps pour aménager ce qui n'était qu'une piste forestière. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Pierre Barbier. Il est le président du Conseil général de l'Isère, interrogé par Isabelle Guyader et Thomas Lecomte. Elle va coûter plus cher que prévu, puisque nous avons décidé de l'élargir à chaque fois que cela était possible. Nous avons décidé de mettre de l'enrobé, ce qui fait que sur les 5 km d'itinéraire, à peu près 400 mètres seulement seront en alternat. En matière de conditions d'exploitation, vous insistiez, ce n'est pas une piste forestière. Non, ce n'est pas une piste forestière, c'est une piste sur laquelle on va mettre de l'enrobé. Le gabarit sera la plupart du temps de 5,50 m. Et nous discutons avec les maires des communes concernées des conditions d'exploitation parce qu'eux connaissent le terrain et nous sommes bien sûr à l'écoute de leurs propositions.
Vous avez peut-être été bloqué de nombreuses heures aujourd'hui à Chambéry dans son agglomération. Des bouchons monstres causés par un accident, heureusement sans gravité. Un poids lourd s'est couché juste après le tunnel des Monts, sens Chambéry-Grenoble sur la voie rapide urbaine. L'accident a eu lieu peu après 5 heures ce matin. Les opérations de relevage du poids lourd ont débuté vers 12 heures. La conductrice du camion, une femme âgée de 39 ans, n'a été que légèrement blessée. Cette information de nos confrères du Dauphiné libéré, la fourgonnette dans laquelle ont été retrouvés 2 corps carbonisés lundi à Saint-Germain-sur-Rhône en Haute-Savoie appartenait aux frères d'un malfaiteur tué dans un go-fast en avril 2014 sur l'A7 à Lançon-de-Provence. L'identité de l'homme ouvre la porte à de nombreuses hypothèses. Les détails avec Serge Vorette. Une route départementale et un chemin vicinal qui conduit à travers bois à l'endroit où l'on a retrouvé lundi la camionnette incendiée contenant le corps d'une femme et d'un homme calciné. Un homme dont l'identité a été confirmée par le parquet. Originaire de Bellegarde-sur-Valserine, à quelques kilomètres de là, et connu des services de police pour ses agissements. Mais c'est surtout son frère qui avait fait parler de lui dans les médias en avril 2014 lorsqu'il était tombé sous les balles des douaniers à Lançon-de-Provence. Il transportait alors plusieurs centaines de kilos de résine de cannabis et avait tenté de forcer un barrage. On ne peut évidemment s'empêcher de faire le rapprochement entre le trafic de cet homme et la fin tragique de son frère dans les bois des Loises, un lien que les enquêteurs refusent de faire en l'état d'avancement du dossier. Martine Imberton, la vice-procureure en charge du dossier que l'on voit sur ces images, s'en tient pour l'instant à souligner l'extrême violence et l'aspect hors norme de cette affaire. Un élément qui corrobore cette violence, les 2 personnes sont bien mortes asphyxiées dans la camionnette. L'homme avait été violemment frappé et était sans doute inconscient, mais on ne sait rien de l'état de conscience de la femme au moment de l'embrasement du véhicule. Et puis un jeune homme de 29 ans a été tué hier soir à Gire, près de Grenoble, en Isère. Il s'est effondré sur le pas de porte d'une habitante après avoir été touché par une balle dans le dos lors d'une altercation. L'homme était connu des services de police. Une enquête a été ouverte. Et on poursuit ce journal avec la grève des bâtonniers un peu partout en France et chez nous dans les Alpes, notamment à Chambéry ou encore à Thonon-les-Bains. Ils s'opposent au projet de financement de l'aide juridictionnelle pour les plus démunis. Les cabinets d'avocats pourraient être taxés et les rémunérations de ces derniers pourraient diminuer. Alors pour en parler ce soir, je reçois Fabrice Posta. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes bâtonnier de Vienne et président de la COBRA qui regroupe tous les barreaux de Rhône-Alpes. Alors cette grève liée au financement de l'aide juridictionnelle n'est pas nouvelle. Il y avait déjà eu une mobilisation à Grenoble, on s'en souvient, le 5 novembre 2013. Et donc depuis 2 ans, rien n'a changé. Je suis avocat depuis 21 ans et je manifestais dans les rues de Grenoble il y a à peu près 18 ou 19 ans déjà au sujet de l'aide juridictionnelle. Donc c'était quelque chose qui n'est pas nouveau. Tant que nos gouvernants ne mettront pas le budget de la justice en priorité dans le budget, le même problème produira les mêmes effets, à savoir descendre des avocats dans la rue, ou ce nouveau mouvement, qui est une nouvelle forme, à savoir grève des désignations par les bâtonniers des avocats, des 164 barreaux de France, de toute désignation au titre de l'aide juridictionnelle ou des commises d'office pour les permanences pénales. Alors qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est le projet de loi de finances 2016, à savoir, on nous demande, la profession d'avocat, de faire un chèque pour l'aide juridictionnelle de 15 millions d'euros en 2 ans. Pourquoi nous sommes profession libérale, nous n'avons pas de mission de service public. Comme l'État a une mission de service public, tout justiciable doit pouvoir avoir accès à la justice. Et on nous dit, financer cet accès à la justice pour les plus démunis, 15 millions d'euros. Ce n'est pas la place des avocats de payer 15 millions d'euros. Premier problème. Deuxième sujet, on nous dit taxation de vos cabinets. Bon, taxation des chiffres d'affaires, finalement, taxation de principe. Nous sommes opposés, même effet que pour le premier point. Et puis surtout, diminution des rétributions de l'aide juridictionnelle de 30 à 70% pour les avocats. Par exemple, un exemple concret, un dossier d'un prévenu devant le tribunal correctionnel. L'avocat sera payé, dans le meilleur des cas, 200 € pour la prestation totale, à savoir si la personne est détenue en prison, à Vars par exemple pour Grenoble, et-on pour Chambéry, vous allez voir le client en prison 1 fois, 2 fois, vous préparez le dossier peut être petit comme plusieurs volumes, en matière de stupes par exemple, vous serez payé 200 €. Diminution de ces 200 € divisée par entre 30 à 70%. Une procédure prud'homale par exemple, on nous parle de diminuer de 70%. Une procédure prud'homale devant le Conseil des prud'hommes, on sait ce que c'est. Une année, 2 années de procédure, bureau de conciliation, on tente une conciliation, puis procédure au fond, jugement, avec des calculs de rappel de salaire, etc. Un travail
conséquent pour l'avocat. Donc on vous demande de travailler pour moins. Forcément pour moins, et avec pas la même qualité pour le justiciable. Donc vous aurez, imaginons en matière prud'homale, un employeur qui aura les moyens de s'offrir les services d'un gros cabinet d'une métropole par exemple. Et puis le petit justiciable qui s'est fait licencier aura besoin de recourir à l'avocat pour une procédure complète à 300 €. Donc vous craignez une justice à deux vitesses? La justice à deux vitesses, qui existe déjà plus ou moins, sera forcément patente. Donc deux possibilités. Soit nous refuserons d'intervenir au titre du juridictionnel, au pénal, mais également au civil ou en matière prud'homale par exemple. Et bien soit nous constituerons les avocats les plus démunis ou peut-être les moins bons accepteront de travailler pour 100 € ou 300 € et puis faire des navettes, par exemple pour les gardes à vue, quelque chose de concret également. Actuellement, pour une journée de garde à vue, 300 €. L'avocat de Grenoble qui va, par exemple, à l'Alpe d'Huez de nuit et qui reste pendant 24 heures auprès de la personne gardée à vue percevra 300 €. Merci. On nous dit 175 € avec cette nouvelle réforme. Vous restez donc mobilisé. De plus en plus. Merci beaucoup, Fabrice Possa, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Social, près de 200 salariés de ST Microelectronics, dont des Italiens, ont manifesté aujourd'hui à Grenoble. Ils se sont rassemblés devant le site grenoblois de leur entreprise. En cause, toujours les craintes autour de l'emploi dans une des divisions de ST, la division Digital Product Group. Selon les syndicats, la direction envisagerait de vendre sa division déficitaire ou la fermer pour partie, ce qui se traduirait par la suppression d'1 millier de postes en France. Une réunion importante se déroulait au même moment à Paris. Je vous propose d'écouter cette interview recueillie par Isabelle Guyader et Thomas Lecomte. Aujourd'hui, on essaye d'alerter les pouvoirs publics, par tous les niveaux que ce soit, pour justement dénoncer la politique ST. Il ne faut pas oublier que l'État est actionnaire. L'État étant actionnaire, il a quand même un droit de regard sur ce qui se passe à ST. Et il ne suffit pas également de donner des subventions et de fermer les yeux sur ce qui se passe. Brighton, en Angleterre, sera bientôt riche d'une nouvelle attraction touristique, la plus haute tour d'observation au monde. Baptisée I360, elle sera dotée d'une plateforme vitrée qui offrira un panorama à couper le souffle. Une plateforme réalisée dans l'usine Sigma de Verintuélin, en Isère. Reportage Sylvie Cozzolino et Pierre Lachaud. Cela ressemble à une soucoupe volante tout en verre. Ce bel objet futuriste porte un nom, AI360. L'œil à 360 degrés, né de 8 ans d'études et de conception pour Poma et sa filiale Sigma. Cette tour d'observation, parce que c'est elle qui, à la première fois, va transporter autant de personnes et avec une liberté de mouvement à l'intérieur. Et le concept, je dirais, pour l'accueil des passagers, enfin pas des passagers, des visiteurs, ça va être totalement différent de tout ce qui existe dans ce type de produit. Sigma a réalisé la nacelle, mais l'idée a germé dans la tête de cet architecte anglais, David Marks, le père du London Eye, la célèbre roue de Londres, dont Sigma avait déjà fabriqué les cabines. C'est vraiment incroyable. Ce qu'ils ont créé ici, c'est exceptionnel. Il y a une légèreté dans la nacelle, la structure, le verre. Toute la technologie qui fait que ça marche parfaitement, ça va être incroyable. L'AI360 est une prouesse technologique. La structure est plus grande que toutes celles existantes, plus légère aussi. À l'intérieur, la climatisation est impressionnante, mais surtout, ce sont ces 24 anneaux de verre thermoformés qui en ont fait un vrai défi technique. Le fait que ce soit quelque part du verre, dans l'esprit de tout le monde, on a tous un peu cassé à la maison du verre, donc on fait attention, mais en fait c'est très solide le verre. Notre histoire, elle s'écrit dans de l'innovation, elle s'écrit dans la recherche un peu, peut-être à la limite de la folie. C'est possible de choses iconiques, de belles choses. La nacelle, qui évoluera le long d'un mât haut de 138 mètres, sera installée cet été sur la jetée de la ville de Brighton. Elle pourra transporter 200 personnes à la fois, avec vue imprenable sur le ciel anglais. Les entreprises de l'Isère ne pouvaient rêver plus belle vitrine. Quatrième et dernier volet ce soir de notre série sur l'impact de la baisse des dotations de l'État auprès des collectivités locales. Face à l'inquiétude de l'ensemble des maires, l'État annonce dans le projet de loi de finances 2016 la mise en place d'une aide d'1 milliard d'euros. Mais vous allez le voir, ces maires restent toutefois inquiets. Exemple en Isère avec le reportage de Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Un soir de semaine à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Dossier en main, les maires se retrouvent à la maison de la communauté de communes de Bièvre-Isère. Quand vous leur parlez baisse des dotations de l'État, leur message au gouvernement est très clair. Chacun défend son beefsteak.
Chaque année, on perd au moins 60 000 euros. Ça va au-devant d'une catastrophe, une démobilisation. Si on continue à perdre de la dotation globale de fonctionnement, je ne sais pas comment, dans quelques années, on va pouvoir payer le personnel de la commune. Il est en train de nous étrangler, tout simplement. L'inquiétude est palpable dans ce territoire qui, depuis quelques années, joue la carte souhaitée par l'État de l'intercommunalité, passant successivement de 11 à 21 communes, puis à 41 au 1er janvier dernier, pour atteindre 55 au 1er janvier prochain. Un véritable effort pour répondre aux problèmes de l'endettement. Pourtant, aujourd'hui, les élus ont le sentiment d'être sanctionnés. Interco et communes, ça représente 4%. Et ce que moi je dénonce, c'est qu'en fait, on nous fait peser 25% de cet effort sur le bloc communal, intercommunal, alors que c'est nous qui sommes au plus proche de la population. On nous demande davantage de choses sans ligne budgétaire en face et on nous réduit. À mon avis, c'est quand même bien l'usager qui à terme va en faire les frais. Mais quand on se tourne vers le représentant de l'État, l'analyse est différente. Je dispose de chiffres qui laissent entendre que les dépenses de fonctionnement, notamment de personnel dans les collectivités locales, connaissent constamment une augmentation qui fait débat. On ne peut pas attendre une aide de l'État si on n'a pas fait jouer d'abord les solidarités locales. Le tout dans un département qui, comparé à d'autres départements, n'est pas un département pauvre. Le message est clair et ferme, mais il est quand même assorti d'une bonne nouvelle. Un fonds de 2 milliards d'euros est mis en place dans le cadre du projet de loi de finances 2016, notamment au bénéfice des territoires ruraux et des bourgs-centres. Et Dieu sait si l'Isère est face à cette problématique. Donc ce seront d'excellentes nouvelles pour ces collectivités locales. Une partie du fonds étant par ailleurs consacrée à tout ce qui relève de la transition énergétique. Une aide qui sera sans aucun doute appréciée. Mais suffira-t-elle à calmer les inquiétudes ? Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est qu'on arrive à réduire l'investissement. Et on sait bien que si les collectivités réduisent leur investissement, c'est tout le secteur du BTP et autres qui va en payer les frais. Et on sait déjà que sur l'année 2014, il y a déjà 60 à 80 000 emplois dans le BTP qui sont menacés et qui ont même été perdus, avec une réduction de l'investissement à peu près à plus de 12,4%. Réduction de moitié des régions en 2017. Nouvelle carte intercommunale fondée sur les bassins de vie au 1er janvier 2018. Suppression des conseils départementaux à l'horizon 2021. En fait, au travers de tous ces bouleversements, en Isère comme ailleurs, on assiste à la naissance d'une nouvelle France politique. On a encore un peu de temps, mais l'hiver se rapproche et à Grenoble, les équipes techniques ont testé ce matin les moyens de déneigement de la ville. 40 véhicules de toute taille à contrôler pour être fin prêts à déneiger plus de 200 km de rues et 400 de trottoirs, sans oublier les pistes cyclables. Et parmi les 400 agents mobilisables, il y a Franck, c'est l'un des chauffeurs de la tournée spéciale numéro 1, La Bastille, Rabault, Clémencière. Toute une histoire que nous racontent Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glo. Au volant, c'est Franck. Momo, c'est son père. La famille Ray, R-E-Y, comme le boulevard, déneige la route de la Bastille depuis 3 générations. On aime tout ce qui est engin, hein. C'est tout ce qui est engin, déneigement. Et puis, mon grand-père y était, tout à la main. Il chargeait les sacs, après il les perçait, il les mettait dans la benne. Puis après il montait, c'était plus, ils étaient 4. Hein. Mais bon, il faut y faire à la main. Moi j'attends que ça, hein. Tourner la nuit, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. La neige partout. Puis la vue n'est pas la même quand on est en haut. Il y a combien de chaque côté là? Il n'y a pas grand chose là. La Bastille, chez les déneigeurs, on l'appelle tournée spéciale numéro 1. Pour les cyclistes, c'est 2 km de calvaire, 6 épingles d'enfer. Mais chez les Rays, tout au contraire, c'est que du bonheur. C'est l'amour du déneigement, quoi, on va dire. Franck conduit, que dis-je, pilote un Unimog 1400 4x4. Pour les spécialistes, un couple énorme. Pour les autres, c'est juste une machine qui grimpe aux arbres. Jamais échelle, non. Jamais. Et tout le temps les pneus clous. Il nous a toujours appris comme ça et ça va très bien comme ça. Moi je suis monté une fois avec mon père, ça ne voulait pas, on partait dans le vide. Il m'a fait faire demi-tour et puis il m'a dit allez maintenant tout en marche arrière. Au bout du parcours, c'est la pause. Panoramique. C'est quand même belle la vue. Comme une récompense du travail bien fait. Le déneigement, une école de la vie. C'est la nature, celle qui décide. Hein.
c'est comme ça, on fait attention et puis... Donc on reste humble aussi. On reste humble et puis on fait surtout ce que les anciens nous ont appris, doucement et sûrement. Oui, à la Bastille, on les aime bien, les déneigeurs et leurs drôles d'engins. Et on poursuit avec l'inauguration du pôle énergie bois de la vallée du Grésivaudan à Goncelin en Isère. Cette réalisation permet de réunir les différents acteurs de la filière bois, de l'exploitant forestier aux utilisateurs, notamment les sociétés de chauffage urbain. L'autre objectif est de développer l'utilisation de cette énergie renouvelable. Reportage Xavier Schmitt et Didier Albrand. D'énormes mâchoires d'acier pour déchiqueter les troncs d'arbres. C'est l'une des machines utilisées pour produire le bois de chauffage. On peut stocker ici jusqu'à 100 000 mètres cubes. Le pôle énergie bois était très attendu par les professionnels. Le projet remonte à 10 ans. On a eu pas mal de contraintes et on y a toujours cru parce que bon, la forêt c'était notre premier métier et on croit en la filière. Malheureusement c'est une filière qui a du mal économiquement à s'en sortir. Inauguration officielle par le préfet et les élus locaux. Car le pôle énergie bois est un gros investissement, plus de 6 millions d'euros. Et il associe des fonds publics et privés. Une aubaine pour toute la filière, à commencer par les propriétaires et producteurs forestiers. Le rôle de la coopérative, c'est de valoriser par la gestion donc, les forêts de nos adhérents et puis d'assurer donc, la commercialisation des produits récoltés. Et dans le cadre de la plateforme, donc ici, c'est une valorisation à des fins énergétiques. De la bûche à la plaquette, le bois de chauffage est vendu ici aussi bien aux particuliers qu'aux gros consommateurs, comme le chauffage urbain de Grenoble. Le réseau utilise de plus en plus d'énergie renouvelable. L'approvisionnement en bois doit être garanti. La plateforme de Goncelin est un outil important pour la compagnie de chauffage, pour sécuriser ses plaquettes et pour pouvoir collecter et travailler les plaquettes toute l'année et pouvoir les mobiliser quand elles le souhaitent, juste au moment de la période de chauffe. Les collectivités locales ont apporté leur contribution. Elles cherchent à valoriser leurs ressources en bois. Dans la vallée du Grésivaudan, la forêt couvre la moitié du territoire et selon les professionnels, elle est sous-exploitée. Vous vous souvenez sûrement de Basilou. Cette loutre avait été recueillie par un centre de santé spécialisé près de Grenoble pour être soignée après avoir été renversée par une voiture. Eh bien, Basilou, qui va très bien, a rejoint un centre de convalescence du Lot-et-Garonne. Cette information, comme d'autres, est à découvrir sur notre site internet alpes.france3.fr. Ils ont choisi le Trièves pour décor. La réalisatrice Lola Doyon et son équipe étaient dans la région pour tourner Le Voyage de Fanny. Le film raconte la fuite d'un groupe d'enfants juifs vers la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire inspirée de faits réels. C'est Cédric Picot avec Franck Serroni. Moteur. Moteur demandé. Et action. Action. Travelling avant, sur 1943. 9 enfants fuient à travers la France pour trouver asile en Suisse. La scène est inspirée de l'histoire vraie de Fanny Benami. Coupé. C'est très bien ça. Merci. Fanny, c'est une dame qui a eu 13 ans pendant la guerre et elle vivait sous l'occupation nazie, elle était juive. Et elle vivait sans ses parents dans une maison d'enfants, donc les maisons Ose. Et à un moment, elle a dû partir parce que les nazis se rapprochaient de plus en plus. Elle a dû partir avec ses deux petites sœurs et un groupe d'enfants. 124 sur 2 cinquièmes de caméra. Le voyage de Fanny, c'est 9 gamins plongés dans la guerre des adultes entre les méchants qui les pourchassent et les gentils qui les sauvent. Tenez, ça c'est pour vous. Merci. Ah non, non. Et j'en veux plus. Interprété par Stéphane de Groot, Jean va aider les fuyards sans se poser de questions. Voilà deux. Surtout avec des enfants, on arrête de penser. Il n'y a plus les blancs, les noirs, les jaunes, les grands, les petits. On s'en fout de tout ça. On y va, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut se poser les bonnes réponses. Pour son 3e long métrage, la réalisatrice Lola Doyon a voulu retravailler avec des jeunes acteurs. Son film est un road movie sur l'enfance en temps de guerre. On demande à ces enfants de se débrouiller tout seuls alors qu'ils sont trop jeunes pour ça, de prendre des décisions qui ne sont absolument pas de leur âge, des décisions de survie. Et à la fois, ce qui est incroyable, c'est que c'est des enfants et que malgré tout, ça reste des enfants qui ont besoin de jouer, des enfants qui
qui ont une joie de vivre et une énergie qui est complètement dingue, même au milieu du plus grand drame. Le voyage de Fanny sortira dans les salles le 6 avril prochain. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Le personnel de l'hôpital de Moutier a organisé une chaîne humaine en fin d'après-midi pour une dernière fois dire non à la fermeture des urgences. Près de 500 personnes étaient présentes. Un service qui sera donc transféré à l'hôpital d'Albertville. C'est une décision prise il y a un peu plus d'un an par l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Et c'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée.